Salut l'équipe et bienvenue dans ce nouveau décryptage de l'épisode 5 de la saison 2 de Loki. Je suis Kevin Buckhart, le théoricien préféré de ton théoricien préféré. Oui, ça va devenir un gimmick. Cet épisode continue dans la lignée de cette saison, maintenant bien différent de la première, avec un concept de voyage dans le temps qui pose toujours plus de questions. C'est pourquoi, ensemble, nous allons décrypter tous les petits détails qui font cet épisode et que vous avez sans doute manqué. De ce début d'épisode énigmatique à la vraie vie des agents du TVA, jusqu'au destin glorieux de Loki qui s'annonce. Cette vidéo fera deux parties. Une analyse et l'autre prédiction, que vous pourrez quitter après la partie 1 si vous ne voulez pas gâcher la surprise. Le dernier épisode a tout simplement battu les records de la chaîne qui était détenu par ma réponse à Landry. Alors, un grand merci. Merci aux nouveaux de nous rejoindre, mais surtout, merci aux anciens d'être toujours là. Vos commentaires me boostent, vous n'imaginez même pas. Je vous kiffe. Je vous rappelle d'ailleurs que nous décrypterons cet épisode ce dimanche à partir de 20h30 en live sur Twitch et YouTube. On fait très attention car on entre dans la spoiler zone. J'espère que vous êtes bien installés, car il est l'heure. Avengers Prime, nous voici! Cet épisode, nommé Science/Fiction, commence comme d'habitude par un petit récap. Seulement ici, on insiste directement sur cette phrase de Celui qui demeure, tirée de l'épisode 6. Un extrait évidemment pas anodin, puisque chaque membre du TVA semble être retourné à sa vie d'avant TVA. Mais pourtant, cette phrase est bien là, et il faut le garder en tête, tout ceci reste le plan de Celui qui demeure. Loki a donc survécu à l'explosion du cœur temporel. Et que s'est-il réellement passé entre l'épisode 4 et 5 ? Lorsqu'il ouvre les yeux, nous voyons l'éternel flux temporel se reformer. Mais comment a-t-il survécu ? Et dans quelle temporalité est-il ? Étant donné que contrairement aux autres agents, Sylvie se souvient de tout, je ne peux qu'imaginer qu'elle les ait sauvés grâce au timepad de Celui qui demeure. Il faut comprendre qu'ici, Sylvie a eu ce qu'elle voulait. Le TVA est détruit, tout le monde peut revivre sa vie dans ses branches, là où selon elle, tout le monde appartient. Seulement Loki, lui, ne se retrouve pas dans une branche. Le TVA est sa nouvelle maison et il veut le sauver. Comme dans l'épisode 1, le voyage dans le temps au sein du TVA via le timepad de Celui qui demeure lui provoque des errances temporelles. Il est très difficile de déterminer quand Loki se trouve. Nous laisse à croire qu'il est dans le passé, puisque dans le futur le TVA est détruit. Mais examinons les indices. Les panneaux sont ouverts, mais la fissure sur la vitre est présente, et la machine qui détecte les auras aussi. Seulement, le TVA est totalement vide. La salle à tarte est éteinte, et la salle de torture a toujours son tabouret intact. Donc tout ça est soit une énorme incohérence, ce qui m'étonnerait, soit une sorte de futur ou passé alternatif. Après une errance, il finit dans ce plan de la bande-annonce où il se voit avec le guide du TVA. Détail important, puisque c'est cette vision qui l'emmène au même endroit prendre le guide. L'œuf, la poule, tout ça. L'errance l'a probablement emmené dans le futur. Là, le TVA se détruit sous la puissance des ondes temporelles. Un message de Miss Minute apparaît nous disant « Merci pour votre service ». Encore une fois, ce n'est pas anodin. Ce cycle se termine, chacun a rempli le rôle que Celui qui demeure lui a prévu. Concernant Mobius et les autres, je pense qu'ils sont vraiment morts. Seuls Loki et Sylvie ont survécu à cet événement. Par la suite, nous les retrouvons tous dans des branches de l'éternel flux temporel. Ce qui veut dire que sans TVA, personne n'est venu les chercher quand ils ont créé un événement Nexus. Et qu'ils n'ont donc jamais connu le TVA. Le générique se lance et il est différent des autres épisodes. Un tic-tac nous lance dans une course contre la montre, où chacune des lettres disparaissent, comme les amis de Loki, avant de se reformer. Loki se retrouve donc seul avec une errance temporelle comme seule arme. Une errance qui fonctionne différemment de la première fois, puisque cette fois il peut voyager dans le temps et l'espace. Alors que dans l'épisode 1, c'est seulement dans le temps. Il peut également voyager entre le TVA et les branches, comme le timepad de Celui qui demeure. Il semble pouvoir la contrôler inconsciemment, puisqu'il voyage dans tous les lieux importants pour lui. Auprès de Kazé, puis dans la salle d'interrogation, où il a décidé de pivoter de sa vie de méchant à sa nouvelle vie, puis auprès de B15, Mobius et enfin Obi. En maîtrisant ce nouveau pouvoir en fin d'épisode, Loki devient donc désormais un dieu temporel. Le but de cet épisode est clairement de réunir l'équipe, mais en réalité, il est surtout à propos de Loki. J'ai vu pas mal de créateurs de contenu dire « Mais pourquoi la série s'appelle Loki ? On ne le voit jamais ». Cet épisode prouve le contraire. Comme d'autres avant, il est fondamental dans l'évolution de son personnage vers la suite, en tant que leader des Avengers multiversels. Ouais. Oui, c'est un teasing pour la fin de ma vidéo. Ok. Nous rencontrons donc Obi, ou plutôt A.D. Doug, comme l'indique son livre. Il est un auteur de science-fiction, qui n'a pas vendu beaucoup de livres. Nous enchaînons avec le tableau à post-it présent dans les crédits. Ce tableau ne sert pas à théoriser sur les manières de résoudre le problème au TVA, mais il est simplement le brouillon d'Obi pour ses romans. Seulement, lorsque Loki apparaît et lui raconte son histoire, Obi dit Of course I believe you. One of my characters has come to life and needs my help. Ce qui me laisse penser qu'Obi ne vit pas cette scène pour la première fois, car même si le tableau semble n'être qu'un jeu d'easter eggs pour les mecs comme moi, quelques post-it sont intéressants. La première catégorie est Crossing the Threshold. C'est ce qu'a dit Celui qui demeure quand il arrive au moment où la timeline se brise.
Dans cette catégorie, nous pouvons voir le terme X-Moments, peut-être un easter egg lié à toutes les théories de la saison 1 sur la sorcière rouge et ce moment. Plus bas, nous voyons une malédiction passée de génération en génération, et le terme la continuité d'un pèlerinage, qui pourrait représenter la boucle temporelle dans laquelle est bloqué celui qui demeure. Il y a aussi dans la catégorie récompense le terme sacrifice. Quelque chose doit être abandonné, qui pour moi fait clairement référence au sacrifice que Loki va faire en fin de série, en prenant la place de celui qui demeure. Oui, ceci est encore un teasing de fin de vidéo. Mais surtout, bien au centre, nous voyons un post-it où il est noté quoi, où, quand, pourquoi, mais surtout entouré le terme qui, nous prédisant évidemment la solution à l'errance temporelle. Comme indiqué lors de mon analyse du trailer mi-saison, le squat dans lequel vit OB est une version passée de son atelier du TVA. Malgré que l'on soit en 1993, toute la technologie est ancienne, et c'est sûrement d'ici que tout est parti, avec cette équipe formée par Loki. Ne maîtrisant pas encore son nouveau pouvoir, Loki donne à OB le guide du TVA. Encore une fois, la série a recours au paradoxe de l'écrivain, ou de prédestination, donnant à l'écrivain le livre qu'il n'a pas encore écrit. Est-ce finalement comme ça que le TVA est créé? J'espère le savoir avant la fin du prochain épisode. Mais quelque chose me dit qu'il ne faut pas trop en attendre, les amis. On s'est déjà fait avoir. Selon moi, le comment exact de la création va rester un mystère. Je pense qu'ils nous en ont assez dit avec cette séquence, avec OB en tant qu'ingénieur en chef et Loki en tant que recruteur des premiers chasseurs, analystes et employés. D'ailleurs, passons à notre équipe. Comme je le disais, chacun de nos variants a retrouvé sa branche, ou tout du moins ne l'a jamais quittée. Seulement, étant donné que ce sont des variants dans des branches, ils ont forcément fait quelque chose qui les a sortis de la timeline sacrée. Prenons l'exemple de Kazé. Son vrai nom est Frank Morris. Le personnage est tiré d'une histoire vraie. Il fait partie des seuls prisonniers à avoir réussi à s'évader d'Alcatraz. Enfin, s'évader. Encore aujourd'hui, ils sont présumés noyés lors de leur évasion. Frank Morris est un criminel qui a passé sa vie de prison en prison. On le voit d'ailleurs plus tard, où il ne pense qu'à voler. Un trait de caractère qui expliquerait pourquoi il avait tant de gemmes de l'infini dans son tiroir au TVA. Le vrai Frank est aussi réputé pour avoir un QI élevé, et ce serait le cerveau de cette évasion. Ce qui surprend quand on voit le rôle de Kazé dans le TVA, mais qui finira par aider OB et Victor dans l'épisode 4. Ce qui l'a fait devenir un variant est probablement le fait d'avoir réussi son évasion. Une réplique fait d'ailleurs référence au premier épisode de la saison 1. On enchaîne avec B15, Dr. S, en 2012 à New York. Encore une fois, une date pas anodine puisque c'est le moment et le lieu où Loki et les Avengers ont combattu la bataille de New York. On ne connaît pas son événement Nexus, mais c'est forcément lié. L'évolution de B15 est vraiment intéressante. On la rencontre comme un chasseur froid qui suit les ordres, mais elle évolue en un personnage plein de compassion dès qu'elle comprend qu'elle est elle-même une variante, au point de tout faire pour ne plus détruire de branches. Et enfin, notre Mobius d'amour en 2022 à Cleveland. Dan est un vendeur de jet ski passionné par son métier et les donuts. Il est père célibataire de 2 enfants, et en 2022, le snap est toujours d'actualité. On peut donc imaginer que sa femme est disparue pendant le snap, le laissant père célibataire complètement dépassé. Cependant, quelques petits détails sont assez drôles. Ces 2 enfants me font penser à Thor et Loki. L'un petite brute, impossible à contrôler, quand l'autre, plus calme, est fan de serpents. Au sol, on retrouve un soldat brûlé qui ressemble beaucoup à un chasseur du TVA. Le numéro sur la maison semble être une référence aux comics et à la Terre 1049. Une Terre créée par Frank Larry Charles, le fils de Mr. Fantastic, après le reboot de Secret Wars. J'ai trouvé adorable le fait de voir Loki se recoiffer comme s'il allait à un rencard. Oui, on sait que pour Loki, Mobius est très important. OB les rejoint avec un prototype de TimePad, et Loki parvient à le convaincre en lui précisant que c'est pour sauver ses enfants, et surtout en lui donnant son nom, Mobius. Dans ce contexte de paradoxe de l'écrivain, on en vient à se demander si ce n'est pas Loki qui a tout créé, jusqu'au nom. S'ensuit la scène où Loki va chercher Sylvie. Du temps semble être passé pour Sylvie, qui a fait la paix avec cette histoire de TVA. Elle se souvient de lui, puisque c'est probablement elle qui l'a sauvé avant de se sauver elle-même. Elle n'a sauvé que Loki, car au final, c'est le seul avec qui elle entretient une connexion émotionnelle. Et sauver les autres serait sauver une partie du TVA. Zaniac est de retour en jeu d'arcade. Souvenez-vous, c'est le film dans lequel jouait X5, un film sorti en 1977, qui est finalement devenu assez culte pour avoir son propre jeu d'arcade en 1982. Il y a d'ailleurs un petit easter egg tout à la fin des crédits, où Zaniac dit une belle référence à la fin de l'épisode où tout le monde meurt et où Loki peut recommencer pour tenter de gagner cette fois. Bref, revenons-en à Sylvie. Elle assume totalement le fait d'avoir détruit le TVA et d'avoir rendu la liberté à tout le monde. Sylvie et Loki ne sont pas variants pour rien. Tous les deux ont leurs objectifs. Elle souhaite avoir une vie simple qu'importe le prix et retrouver un quotidien dans lequel elle se sent bien. Et elle arrive à faire avouer à Loki qu'il cherche la même chose. Il ne veut plus être seul et est prêt à remettre le TVA pour retrouver ses amis, sans leur demander leur choix. C'est d'ailleurs une scène très touchante
Il montrera à quel point Loki fait un sacrifice en fin de saison. On en parle dans quelques minutes. Sylvie et Loki ressentent des sentiments l'un pour l'autre, et n'ont pas les mêmes destinées. C'est pourquoi Sylvie va dans son disquaire préféré pour se remonter le moral. Nous voyons qu'elle a créé une vie dans cette branche, et qu'elle est là depuis un moment, étant une habituée. Le clin d'œil au mug du gérant est assez rigolo, puisque Sylvie elle-même est une alien. Et tout d'un coup, tout part en vrille. Je pense que cette scène est l'une des plus incroyables qu'on ait pu voir dans le MCU. Des effets spéciaux au cadrage à la musique, tout nous met dans une ambiance entre les Gardiens de la Galaxie et Watchmen. Et l'univers de Sylvie finit spaghettifié. Et que se passe-t-il exactement? Obé nous l'explique lors de l'épisode 1. Have you heard about how if you fall into a black hole, you turn into spaghetti? La technologie temporelle du TVA et de Kang utilise l'énergie des trous noirs. Et dans l'épisode 6, nous voyons que nous passons d'un trou noir à l'autre, évoquant le fait que l'éternel flux temporel serait dans un trou noir. L'explosion de ce dernier en aurait alors créé un énorme qui aspire tout le multivers. C'est d'ailleurs un réel risque noté devant la salle du cœur temporel, où il est indiqué qu'une exposition aux radiations temporelles augmente de 7000% le risque de spaghettification. Désormais, vous savez. La fin de l'épisode nous offre encore une des scènes les plus impactantes du MCU. Alors que Sylvie rejoint l'équipe, Loki voit ses amis mourir un par un. Une ambiance à la Infinity War, où le désespoir est personnifié par Loki, qui tente de rattraper les fils en vain. Tout est poussière. Et c'est dans ce désespoir qu'il arrive à contrôler son errance pour revenir à la personne qu'il aime le plus, Sylvie. Il comprend alors que ce n'est pas le pourquoi qui le motive, mais le qui. Seulement, l'errance a encore changé de manière de fonctionner. Il ne se déplace plus dans l'espace et le temps, et dans sa propre timeline. Il ne se dédouble plus, il voyage dans son corps et peut changer le cours du temps en modifiant ses décisions. Un nouveau pouvoir qui change absolument tout pour la suite. Il devient alors le dieu des histoires et du temps, pouvant réécrire sans cesse l'histoire à sa guise. Ça vous rappelle personne? You can't kill me because I already know what's going to happen. D'ailleurs, pourquoi Victor ne fait pas partie de la bande? Tout simplement parce qu'il n'est pas son ami. Il n'avait besoin de lui que pour son invention et son aura. Et ne vous inquiétez pas, nous le reverrons dans l'épisode 6 la semaine prochaine, puisqu'il a été dit que Jonathan Majors reviendrait pour jouer 2 personnages différents. À partir de maintenant, je vais vous parler de mes prédictions concernant la fin de la série. Si jamais vous ne souhaitez pas vous gâcher la surprise, sachez, je comprends totalement. Cette série est très déstabilisante et imprévisible. Les méchants ne durent pas, et chaque épisode nous introduit à la surprise. C'est très agréable dans un sens, mais assez difficile à suivre pour les spectateurs qui veulent juste prendre du bon temps. Malgré tout, les éléments de cet épisode et quelques fuites nous permettent de comprendre la suite de la série, mais surtout du personnage Loki. Désormais capable de remonter le temps dans sa propre timeline, Loki va tenter de remonter le temps en changeant ses décisions une par une pour voir si ça a un impact sur la réparation du cœur temporel. L'épisode 6 sera pour moi un épisode type Un jour sans fin. Et ça, je vous le dis depuis le début. Ils ne peuvent pas passer à côté, sachant qu'ils ont à peu près exploité tous les concepts autour du voyage dans le temps. Seulement Loki va échouer inlassablement. Il ira même jusqu'à essayer d'y aller lui-même sans combinaison. Survivant, car c'est un dieu imprégné de pouvoir temporel d'errance. Mais encore une fois, je pense que ce sera un échec. Le TVA finira toujours par se détruire. Je vous le disais dans ma dernière vidéo, le seul moment de vulnérabilité de la boucle temporelle créée par celui qui demeure est le moment où nous dépassons le seuil. Je pense que pour gagner, Loki va donc devoir revenir à la table des négociations avec celui qui demeure. Revenir à ce moment même où il leur propose de prendre la relève ou de le tuer. Et c'est pour ça que celui qui demeure ne sait pas ce qui va se passer, car il existe 2 versions de ce moment. Loki prendra alors en premier le timepad de celui qui demeure, envoyant Sylvie dans son univers, acceptant l'offre de celui qui demeure de reprendre son poste. Loki prendrait donc la place de celui qui demeure, et c'est pour ça que l'épisode 5 est important. Avec ce geste, il se sacrifie comme le prédisait le post-it. Lui, qui ne voulait plus être seul, accepte une vie éternelle de solitude. Seulement, tout ceci reste le plan de celui qui demeure. Ceci ne stoppera en rien la guerre des Kang. Loki devra quand même reconstruire le TVA pour lutter contre les Kang. Car je pense que celui qui demeure n'a jamais construit le TVA. Il l'a conquis. Et ce sont certaines fuites qui me laissent penser ça. Une image est sortie il y a quelques jours montrant Loki sur le trône à la fin du temps, avec une tenue semblable à celui qui demeure, tenant dans ses mains des lignes du temps vertes. Une preuve que Marvel souhaite installer Loki sur ce trône pour la suite. Pour en revenir à Loki, le pitch de Deadpool 3 semble nous indiquer la suite. Il semblerait qu'il soit recruté par le TVA pour monter une équipe de super en allant chercher les meilleures versions des héros du multivers. Les Avengers multiversels capables de vaincre le Conseil des Kang. Une histoire adaptée récemment en comics avec à sa tête Loki en tant que Prime Avenger. Il deviendrait alors l'un des personnages les plus importants sur les prochaines phases. Et vous dites-moi, c'est quelque chose qui vous plairait? Yes! 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 Bon, cet épisode était encore une fois très bon. Beaucoup plus calme que celui de la saison 1, mais beaucoup plus profond. On va quand même pas se plaindre quand Marvel fait évoluer ses personnages.
Malgré tout, je comprends les spectateurs qui peuvent lâcher. C'est une série très complexe, passionnante, mais complexe. Il n'y a pas de vrais antagonistes, et les connexions sur le futur de la saga sont encore assez floues. Personnellement, j'espère vraiment qu'ils vont nous faire un vrai bouclage. Je vois pas Marvel se lancer sur une 3e saison sur le même sujet. La suite doit maintenant se faire via les films. Bon, dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Suis-je parti trop loin? Maintenant, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et toujours de gonger la cloche de l'amour pour ne rien rater. Je vous rappelle que nous débriefons l'épisode ce dimanche à partir de 20h30 sur Twitch et YouTube, alors ramenez-vous, ça va être fun. Bon, et comme d'hab, n'oubliez pas d'être curieux, il paraît que ça rend heureux. Ciao la team. I can rewrite the story.